Tu veux créer un SaaS avec de l'IA, mais tu sais pas si tu dois partir sur du Laravel, du Next.js, du Python ou encore même du no-code. Le problème, c'est que si tu te trompes de stack technique dès le départ, tu risques de le payer cher, avec des mois de pertes, voire même ton projet. Mais c'est pas un problème, car aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer et t'expliquer comment choisir la bonne stack pour ton SaaS IA. On va voir ensemble les erreurs à éviter, les critères à prendre en compte et un exemple concret de SaaS IA et quel stack j'utiliserai pour ce dernier. On est parti. J'accompagne régulièrement des fondateurs SaaS qui veulent du coup démarrer leur SaaS avec l'IA et c'est vrai que je vois souvent les mêmes erreurs qui reviennent en permanence. Alors certains, le classique, passent des mois à développer un MVP, à bricoler quelque chose avec une stack un petit peu bancale et ça mène rarement à grand chose, on va pas se mentir. D'autres ont tout simplement utilisé une stack qui était à la mode, ou qu'ils ont vu sur un tuto, ou que leur youtubeur préféré a utilisé, et du coup foncent tête baissée sur cette dernière sans comprendre pourquoi, et surtout connaître les avantages, les inconvénients et la scalabilité de cette dernière. Et d'autres, encore une fois, sont en train un petit peu de bloquer sur l'implémentation de l'IA, l'utilisation de l'IA dans leur SaaS tout simplement. Et c'est parfois dû aussi effectivement à la stack, parce qu'on va le voir qu'il y a des stacks qui sont un peu plus permissives, ou en tout cas il est plus facile et plus simple d'intégrer l'IA avec cette dernière, et même de développer avec l'IA, avec certaines stacks, c'est plus ou moins facile, on va le voir. Alors, je le disais, dans cette vidéo, on va voir trois choses. Les pièges classiques qui plombent un projet, les 5 critères pour choisir ta stack sans te tromper, et un cas pratique où je choisis une stack SaaS IA de A à Z. Alors, on commence avec la première erreur la plus commune, je l'ai évoqué un petit peu dans l'introduction, c'est vraiment de choisir une stack technique parce que c'est à la mode ou parce que votre youtubeur préféré l'utilise. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Aujourd'hui, typiquement, en cas concret, on a Next.js qui a vraiment le vent en poupe, on va pas se mentir. En tout cas, si on devait décorréler, découper le back-end du front-end, on a vraiment du Node.js en back qui marche très bien avec TypeScript et du front avec React 18, 19, peu importe ce que vous utilisez, encore une fois avec TypeScript. Donc un écosystème TypeScript, JavaScript qui est vraiment solide, hein, attention, qui est très intéressant, et qu'un framework vient réunir le meilleur de ces deux mondes, j'ai nommé Next.js. Et c'est vrai que ce framework a le vent en poupe et vient avec son lot d'avantages, la simplicité pour délivrer rapidement, l'architecture, le monorepo, il y a plein de choses qui ne sont pas à gérer, qu'on devrait gérer si on avait un back et un front décorrélés, séparés, que vient résoudre ce framework, et pour plein d'autres avantages que les fans de ce framework vous donneront, ça en fait quelque chose qui a le vent en poupe. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours adapté. Et je parle de Next.js, mais je pourrais très bien parler de d'autres stacks techniques qui n'ont pas forcément le vent en poupe, mais que le mauvais réflexe, ça serait de copier tout simplement une stack technique parce que c'est à la mode et non pas parce que vous la maîtrisez ou parce que tout simplement elle correspond effectivement bien mieux à votre projet. Ça, c'est un peu la première erreur. La deuxième erreur, on va rentrer dans les détails après au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas, on va développer. La deuxième erreur que je vois le plus souvent, là je vais parler encore une fois de mon expérience et de mes retours avec mes clients, c'est le no-code. Croire que le no-code est le messie et peut répondre à tout. C'est vrai que quand on est fondateur non-tech, on a une tendance à vouloir économiser les coûts. N'importe qui, vous demandez aujourd'hui à quelqu'un qui veut construire un SaaS, s'il peut le construire à moindre coût pour avoir un résultat équivalent, si vous avez la garantie que votre produit correspond à ce que vous voulez, si je vous dis vous le payez 10 € ou 1000 €, bon, bah, avec le même résultat, la logique voudrait que vous allez vouloir dépenser les 10 € si vous allez avoir garantie le même résultat. On est d'accord. Et c'est un peu la même approche qu'on a du coup avec les fondateurs non-tech ou tech, ou qui veulent du coup utiliser du no-code pour pouvoir du coup délivrer leurs produits. Et c'est vrai qu'en gros, c'est bien, moi je le répète, pour avoir une version de base, un MVP, un prototypage, mais on va vite, au moment de passer à l'échelle, voir les limites du no-code et des outils en fin de compte. Dès qu'on va vouloir intégrer quelque chose de très spécifique, etc., ça va être possible techniquement. Il y aura toujours des solutions, c'est pas ce que je dis, mais il y aura une limite
et des contraintes qu'on va devoir s'imputer, comme de la performance, comme des logiques métiers un peu poussées. Il y aura forcément quelque part, on va perdre quelque chose versus un code pur et sur mesure. Et c'est vrai qu'en fonction de la complexité du projet, ce n'est pas adapté. Attention, le no-code peut être parfait et répondre à un ensemble de besoins. Je pense même que dans la plupart des SaaS, etc., ça se trouve, le no-code peut être utilisé à 70-80%. Mais dès qu'on va ramener de la complexité, dès qu'on va avoir un produit un peu plus complexe que la moyenne, c'est vrai que les limites vont être vite atteintes, selon moi, encore une fois. Ensuite, bon, il y a quand même des avantages au no-code. Je ne peux pas cracher dans la soupe. C'est que, je l'ai dit, mais voilà, versus tout ce que je viens de dire, c'est quand même, on délivre beaucoup plus rapidement. C'est vrai que là, par contre, vous demandez à un développeur de faire une feature en code, même assisté par IA, quoique avec le vibe coding, ça devient un petit peu plus faux. Mais on va garder ça en tête quand même pour essayer de lui trouver des avantages. C'est qu'en gros, vous demandez à un développeur pur, on va dire, et versus du no-code, ou même dans tous les cas, je dis ça, mais même assisté par IA, l'outil no-code, lui, il est prêt. Il est prêt à être utilisé, vous avez juste à brancher des choses. Donc en général, c'est soit des clés API, soit des logiques, des fonctions, des conditions. Alors que dans tous les cas, même si vous faites du code / assisté par IA, il y a quand même cette notion en gros d'infrastructure, des choses à mettre en place qui sont propres dans tous les cas au code pur, que vous soyez assisté par IA, dans tous les cas, il faut le faire. Donc il y a quand même cet avantage de en no-code, on délivre quand même beaucoup plus vite. On va pas se mentir que sur le code sur mesure, ça c'est une certitude. Troisième erreur, c'est du coup de mettre de l'IA un petit peu partout. C'est vrai qu'en gros, sans trop réfléchir à la logique métier de pourquoi je l'implémente, etc. L'IA, c'est bien, c'est game changer pour des parties opérationnelles, etc. Mais ça peut être aussi game changer sur, effectivement, dans un SaaS, pour proposer de nouvelles fonctionnalités, pour améliorer l'expérience utilisateur. On l'a vu dans d'autres vidéos, il y a plein d'exemples. Je vous invite à aller les voir si vous ne les avez pas consultés. Mais c'est vrai qu'en mettre partout, sans que ça apporte de la valeur à votre produit, ça va amener beaucoup de choses, beaucoup de problèmes surtout. Premier problème déjà, c'est que ça va vous coûter assez cher en call API, parce que l'IA, ce n'est pas gratuit. Dès qu'il va y avoir une action faite avec des tokens, etc. avec l'IA, ça va consommer et la facture monte assez rapidement. Donc, plus on en met, plus c'est susceptible d'être utilisé, en tout cas, plus vous allez consommer, plus vous allez payer, et en plus, au bout de ça, ça n'apporte aucune valeur à votre produit. Et ça, c'est un peu, voilà, c'est un peu l'erreur. C'est un peu ce que j'aime bien dire, c'est qu'en gros, c'est feature by ChatGPT, by OpenAI. Bref, mettre un gros bandeau avec le fait qu'on utilise l'IA, ça ne marche plus en 2025. Ce n'est plus une valeur, ça n'apporte pas de valeur à votre produit, et ce n'est plus synonyme de valeur perçue augmentée par l'utilisateur. Aujourd'hui, tout le monde ship, délivre et sort des SaaS où il y a de l'IA à l'intérieur. Plus ou moins de façon pertinente, ça je vous laisse le soin de juger les SaaS auxquels vous pensez, mais quand même, il y a cette notion qu'en gros, aujourd'hui, un SaaS qui n'a pas d'IA, limite, j'ai l'impression qu'on voit comme quelque chose de pas normal. Alors qu'en fin de compte, un SaaS n'a pas spécifiquement, de base, par son modèle économique, besoin d'IA. Je vous passe tous les SaaS qui nous produisent, en gros, qui sont juste des wrappers, des conteneurs à ChatGPT bien maquillés, etc. Alors peut-être qui répondent à un problème spécifique, qui sont conditionnés, contextualisés à un problème spécifique, ça peut marcher, il peut y avoir des clients. Mais derrière ça, l'IA aujourd'hui, elle est un peu partout. Mais en vrai, je pense aujourd'hui, sur plus de la moitié des SaaS que vous visitez, je pense que l'IA, alors à part si c'est le cœur du projet bien entendu, mais je pense que l'IA n'est pas utilisée à bon escient, ou en tout cas ne sert pas à grand chose, ou si l'IA n'était pas présente dans le produit, vous l'utiliseriez quand même. Moi, je vais prendre un exemple pour moi typiquement. Alors moi, je suis un ancien, je suis sur Photoshop, Adobe historiquement. Mais en gros, par contre, ma collaboratrice, elle est fan de Canva, parce qu'elle n'avait pas les appétences techniques à l'époque pour utiliser Photoshop, et que Canva, il lui suffit largement pour faire l'ensemble des choses. Voire même, j'ai l'impression que maintenant, elle peut faire autant de choses sur Canva que je le peux sur Photoshop. Bon, au point de vue création graphique, on va dire, classique, que je connais pas les limites de Canva, donc je vais pas aller plus loin dans ce débat-là. Mais dans Canva, du coup, elle l'utilise, et je vois, des fois, je me connecte au compte, du coup, parce que j'ai accès, et je vois utiliser l'IA, ou générer des choses pour l'IA, ou même, en fait, des choses qu'en gros, elle n'utilise même pas, l'IA est présente, mais on utilisait déjà Canva avant qu'ils mettent leur outil de auto-génération d'IA, etc. Alors,
Je parle pas de l'IA qui va gommer l'arrière-plan, machin, etc. Ça, c'est des trucs, en gros, c'est ok. Mais il y a des outils de génération, d'images à l'intérieur, elles les utilisent pas. Elles gardent ces parties créativité. Et là, pour mon cas concret au quotidien, je vois sur Notion, il y a on peut suggérer, je crois, des prompts avec l'IA, des machins, mais jamais, moi, je clique sur ces boutons-là. Notion, il ne me sert pas à ça et je n'ai pas besoin de l'IA pour utiliser des choses comme ça. Alors peut-être que mon discours va évoluer, mais pour dire qu'en gros, on enlève l'IA de Notion, Notion restera toujours un outil game changer et ultra puissant, il n'est pas indispensable. C'est un petit plus, mais c'est pas ça qui fait que ça vend plus aujourd'hui, selon moi en tout cas Notion. Voilà, du coup, pour résumer les trois critères du coup, les 3 premières erreurs qu'on voit en général du coup dans les SaaS, dans les accompagnements. On est bon là-dessus. Petite parenthèse rapide, si tu veux intégrer l'IA dans ton SaaS, mais de façon vraiment utile, que ce soit dans ton produit ou dans ton process de développement, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. On t'offre un diagnostic stratégique 100% offert. Tu viens avec ton projet, on t'aide à identifier les bons leviers IA, sans complexité, et ça, que tu bosses avec nous ou pas par la suite. Ok, donc maintenant du coup qu'on sait ça, vous allez me dire, c'est bien beau, mais Timothée, quels sont les critères pour choisir ma stack technique? Donc, je vous ai fait un petit tableau, je les afficherai à l'écran en fonction du montage, on verra, mais je me suis noté du coup, pour moi, les 5 critères essentiels pour bien choisir une stack technique pour son SaaS IA en 2025. Alors, premièrement, avant toute chose, avant même de se poser la question de si la Terre est ronde ou si elle est plate, pour filtrer ces critères, le premier, pour moi, alors, encore une fois, est-ce que vous êtes fondateur de SaaS, IA ou pas, tech ou non tech? Ça, c'est la première des choses. Pour la partie 1, du coup, qui est reliée tout simplement aux compétences, tes compétences réelles. Donc, si tu es fondateur tech et que tu as une stack de prédilection, c'est pour moi, le débat est entre guillemets clôturé. Je m'explique. À moitié. Par exemple, moi je suis développeur depuis plus de 15 ans. Historiquement, quand je faisais du dev à l'époque, j'ai commencé par du front. À l'époque, on n'appelait même pas ça du front, on appelait ça intégrateur web, pour vous dire à quel point ça remonte. Mais finalement, c'était ceux qui faisaient du HTML, JavaScript, CSS, mais on appelait ça des intégrateurs. Ceux qui prenaient la maquette du copain et ils l'intégraient au produit. Et ce qu'on appelle aujourd'hui le back-end, donc en gros le développeur, back, on va dire ça comme ça, je sais pas comment il s'appelait, le développeur, on l'appelait. C'est vraiment, c'était le développeur. Ouais, c'est vrai que c'est rigolo parce que les développeurs back, on les appelait les développeurs, et les développeurs front, on les appelait les intégrateurs. Donc je n'étais pas encore sous le statut d'intégrateur à l'époque. J'ai évolué, c'est beau. Blague à part. Du coup, l'ancien front-end intégrateur, j'ai commencé avec du coup HTML, CSS, JavaScript, et mon langage de prédilection, c'était du coup le PHP. Donc le cursus a suivi, vous en doutez bien, PHP, classique, Legacy Vanilla, ensuite vers du Symfony, et aujourd'hui, là, à ce jour, au moment où je vous parle, c'est du Laravel. J'adore développer avec Laravel. C'est ma stack de prédilection. Je trouve qu'on peut le délivrer rapidement, j'aime le langage, j'aime la syntaxe, j'aime l'écosystème, j'aime la communauté, j'aime tout, je suis amoureux, point barre. Qu'est-ce que ça fait? Je suis amoureux de PHP. On est d'accord. Donc forcément, par réflexe, la stack, quand je fais un projet, je délivre en Laravel avec en front React 19, peu importe, et j'ai ma petite stack qui tourne comme ça, front, back, machin, etc. Et je suis content. Parce que c'est ma compétence à moi technique, et que du coup, c'est celle que je maîtrise le mieux, donc celle sur laquelle je serai le plus à même de délivrer rapidement, efficacement et proprement un contenu. Et ça en rejoint du coup, en fonction de vous, quelle est votre compétence de base. Et c'est ça le premier filtre, le premier critère. La meilleure stack technique, c'est celle que vous maîtrisez. C'est pas celle du copain sur YouTube, c'est pas celle que vous a soufflé votre pote à l'oreille, c'est pas celle que vous voyez sur les derniers articles d'internet ou sur les dernières vidéos YouTube, c'est celle que vous maîtrisez. Point barre. Et ça amène au deuxième point, au deuxième critère. Pourquoi? Pour moi, c'est la number one, les compétences, c'est la rapidité de prototypage. On est sur des SaaS. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est proposer des MVP, des prototypes et pouvoir itérer. Et pour itérer, du coup, de façon rapide, efficace et propre, il faut bien quelque chose qu'on maîtrise. Si on commence à vibe coder des choses à droite, à gauche, sans savoir ce qu'on fait, sans maîtriser la stack technique, etc., on prend des risques. Aujourd'hui, je devrais délivrer quelque chose en Go ou en Rust. Je n'ai jamais touché ce langage de ma vie. Forcément, assisté par l'IA, je vais pouvoir délivrer quelque chose
avec mes compétences, je vais capter ce qui se passe, etc. C'est pas un vrai problème. Mais la bonne pratique, les bonnes choses, le débugage, etc., ça va être des choses que un expert en Go ou en Rust va pouvoir détecter ou mettre en place ou filtrer dès le départ, chose que moi je ne peux pas faire. En tout cas, ça va me prendre beaucoup plus de temps parce que je vais devoir du coup me documenter, rechercher, etc. Et nous, ce qu'on veut, c'est itérer, répéter, itérer, répéter. Ok. Donc, rapidité prototypage. Donc, le langage référence au point numéro 1. Si vous êtes allé sur un langage numéro 1, A ou B, vous partez là-dessus et il doit du coup être potentiellement du coup itérable, et le but c'est d'avoir un MVP qui est testable ultra rapidement. Donc on pourrait penser du coup dans un contexte de SaaS avec de l'IA, avec Python, du Fast API, voilà. Python va revenir, vous allez voir pourquoi, parce que c'est assez robuste par rapport à l'IA, mais voilà, c'est un des exemples. Donc je vous ai parlé de Laravel, je vous ai parlé de Python, mais peu importe. Et vous utilisez du coup, vous partez sur Python Fast API, vous prenez votre petit curseur, vous prenez votre meilleur workflow que je vous ai proposé dans les vidéos précédentes, et vous pouvez du coup développer sans problème du coup votre base avec votre SaaS qui est testable et c'est itérable rapidement. On va voir ensuite pourquoi les avantages et les inconvénients, bien sûr, de chaque langage en surface, hein, je ne vais pas tout parcourir. Deuxième critère, l'intégration de l'IA. On est encore une fois sur un SaaS avec l'IA, mais qui potentiellement intègre de l'IA. Ça, c'est aussi important. C'est-à-dire que dans mon SaaS, je vais avoir de l'IA qui va intégrer des calls API, des modèles LLM, du RAG. Bref, on peut imaginer tout ce que vous voulez, de la génération de contenu, tout ce que vous voulez, tout ce que votre SaaS va proposer, on appelle de l'intégration de l'IA. On va intégrer de l'IA, des LLM au SaaS, et du coup, est-ce que ma stack me permet de faire ça de façon simple, fluide, rapide, efficace et itérable? Encore une fois, certaines stacks le font mieux que d'autres. Je vous ai parlé de Python au début. On va pas se mentir que Python, aujourd'hui, c'est un peu le leader, c'est un peu le boss avec l'intégration de l'IA. Quasiment, je pense que sans trop me mouiller, je vais vérifier les chiffres, mais 80 à 90% des LLM, des stacks et des librairies faites pour LLM sont faites de base avec Python. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un langage qui est quand même très haut niveau, Python. Alors, pour les non-initiés, on coupe dans la famille du développement, on va couper les langages par niveau, quoi. C'est une classification qui est faisable, en tout cas. C'est qu'en gros, on a les langages de haut niveau, très haut niveau, et de bas niveau. La différence entre les deux, c'est au niveau de l'abstraction. En gros, c'est plus un langage est haut niveau, donc plus le langage est de haut niveau, je vous explique après la mécanique. Plus le langage est de haut niveau, plus il est humainement lisible et moins, techniquement, il est proche de la machine. C'est-à-dire qu'en gros, le niveau d'abstraction est plus élevé car on n'a pas forcément la maîtrise sur la mémoire, les fonctions, etc. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais c'est plus facile à maîtriser et c'est humainement plus lisible, plus facile, plus verbeux. Et Python, c'est exactement le cas. Python, vous n'avez pas accès à grand-chose. Vous ne touchez pas à la mémoire, quand vous faites des fonctions, des choses sur Python, tout se fait automatiquement, le typage est fait automatiquement, vous ne pensez à rien, entre guillemets. Et en plus, c'est assez accessible. D'après une étude, c'est l'un des langages les plus faciles à apprendre. Ok. Et à contrario, donc en dessous, derrière, je vous afficherai potentiellement la liste des langages haut niveau, bas niveau. À contrario, derrière, on a juste dans le même niveau de très haut niveau ou haut niveau, on a JavaScript, SQL, PHP, tout ça qui suit, etc. Et plus on descend, plus on se rapproche, plus on est proche du cœur, plus on est proche de la machine, et on doit du coup, plus on doit définir manuellement des choses. Donc le plus bas du bas du bas. Donc moi, j'ai parlé de JavaScript, SQL, PHP, etc. On descend. Je vous afficherai un C#, et on a le C. Donc le C qui est un langage du coup de bas niveau, ou qui lui est très proche de la machine. Vous devez définir en chaque action la mémoire qui est utilisée pour éviter les fuites de mémoire. Alors je suis pas un développeur de C, mais voilà, vous avez compris l'idée, c'est qu'on est proche de la machine et on doit définir des choses manuellement pour que, au niveau du hardware, au niveau de la machine, on doit donner des instructions. Et plus on est bas, plus les instructions doivent être définies par le développeur, ou à contrario, plus on est haut, moins on a besoin de se prendre la tête. Nous, quand on fait du TypeScript, etc., on fait nos petites fonctions, nos petits machins, donc on ne pense pas une seule seconde, comment sont foutues les fonctions, est-ce que la mémoire de mon PC va être utilisée à tel niveau. Voilà, vous avez compris un petit peu la mécanique, on s'en occupe pas, c'est pas le rôle, mais vous avez un petit peu l'idée. Au niveau, facile à lire pour un humain et on touche pas à la mémoire, on s'occupe pas de tout ça. Et plus on descend dans les niveaux, plus on est proche du hardware et plus du coup on doit se soucier de toute cette notion-là. Voilà un petit peu le niveau. Et du coup, Python,
pour revenir à ça, du coup, avec l'intégration de l'IA, lui, du coup, il est leader. Il est leader sur ce plan-là. On a aussi forcément Node.js qui est présent, avec des SDK qui viennent de sortir récemment, qui marchent très bien, mais c'est vrai que Python, voilà, il y aura pas mieux, il y a PyTorch, il y a tellement d'exemples à vous donner, je vous ferai une petite liste potentiellement, mais c'est un langage, du coup, qui est très, très bien adapté et qui est le plus souvent utilisé pour gérer des choses complexes avec l'IA, avec des orchestrateurs, machin, etc. et tout. C'est vraiment ultra complet. Pas forcément évident après à connecter, à mettre en place. C'est pas le plus évident pour un non-initié, mais dans l'idée, vous avez compris l'idée. L'intégration en l'IA avec Python, c'est le top. Mais ça marche aussi très bien, attention, si vous faites du Node.js, si vous faites du Laravel, etc. et tout. J'aime un peu moins utiliser Laravel pour faire quand j'ai un SaaS qui est orienté avec l'IA parce qu'il y a un peu moins d'intégration, c'est un peu moins flexible, c'est moins natif, mais des solutions, attention, existent. Je ne dis pas que c'est pas possible. Ok? On est bon. Ensuite, le troisième point, la scalabilité et le coût. Bah, on le sait, on l'a déjà vu, on l'a déjà répété, l'IA, ça peut coûter cher. Les calls API, l'utilisation, les tests, etc. Nous, quand on développe, ne serait-ce que pour nos projets perso, on voit souvent l'utilisation des tokens, ne serait-ce que pendant les phases de test, etc. et tout. On est déjà des fois à plus de 15-20 euros, alors qu'on n'a même pas encore sorti le produit, mais juste pour les phases de développement sur une feature spécifique, on consomme des tokens, forcément. Et c'est vrai que ça peut vite coûter cher. Et donc, du coup, ta stack, c'est pour dire que il y a des solutions, c'est vrai que c'est ce que je vois aussi comme erreur sur les accompagnés ou les gens qui viennent nous voir, c'est qu'en gros, on pense pas à tout ça et c'est normal, on n'y pense pas. Ah, c'est vrai que je leur dis par exemple, mais attention, vous avez prévu ça va vous coûter ça, votre budget c'est ça, mais vous avez prévu que les tokens, comment ça va être consommé, comment ça va être limité, est-ce que je peux faire autant d'appels, comment vous allez brider, vous avez calculé vos coûts. Ça arrive de partout, ça fait beaucoup d'informations, mais finalement, bah oui, il faut y penser. L'utilisateur qui va utiliser votre service à la fin, lui, il va pas se poser la question, s'il n'a pas de crédit, etc., il va consommer. Aujourd'hui, vous donnez carte feu vert à quelqu'un pour générer des vidéos sur VO3 en illimité, il va pas se gêner pour générer du contenu de vidéo illimité sans problème, sans se poser la question. Quand c'est gratuit, les gens, ils y vont, faut pas se mentir. Donc, il faut y penser, il faut se méfier. Et dans ce contexte-là, du coup, de scalabilité et de coût, il faut vraiment vérifier que si on fait mal les choses, ça peut vite coûter cher. Et que du coup, la stack doit pouvoir permettre du coup de faire de la mise en cache, de pouvoir gérer les fallbacks pour éviter les appels pour rien, etc. Bref, il y a plein de choses à mettre en place, une gestion propre des appels API, il y a des choses qui me viennent en tête, que je compléterai certainement avec une liste. Mais voilà, il y a des choses qui sont à prendre en compte, à mettre en place et à réfléchir. Donc, vous posez la question à votre modèle préféré. Est-ce que cette stack-là propose la mise en cache? Comment je peux optimiser les coûts, etc. Vous aurez des réponses, mais il faut que votre stack soit adaptée. C'est pour ça qu'il faut vraiment bien y penser dès le départ à ce que je veux faire et quel stack je vais utiliser. Donc déjà, vous commencez déjà à comprendre qu'en gros, la stack technique, c'est pas juste un truc qu'on se fait plaisir, c'est pas un truc de mode, c'est un vrai choix stratégique au niveau du business à prendre en compte. D'accord? Elle peut évoluer, elle peut changer, mais autant partir avec les bonnes bases dès le départ. Vous verrez, vous gagnerez du temps, de l'argent et du temps. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote à la fin, vous allez voir. Alors, ensuite, le dernier critère, je crois qu'on est au 5e critère, c'est du coup la maintenabilité. Parce qu'effectivement, on part sur du no-code, bon, maintenabilité, ok. Un SaaS, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est pas censé être un projet jetable. C'est un projet qui est vivant, qui est censé évoluer. Vous faites pas un produit, et hop, il évolue, je jette tout, je recommence. Non, il faut qu'il scale, il faut qu'il grandisse avec vous, votre communauté, vos clients, vos users, et qu'il évolue, il faut qu'il soit scalable, il faut qu'il puisse évoluer. Et là, la stack technique, c'est là où elle intervient de est-ce que je vais pouvoir évoluer facilement? Est-ce que je vais pouvoir la maintenir facilement? À quel coût? Avec quel niveau de complexité et quel niveau de maîtrise? Parce que sortir une stack technique, encore une fois, que vous ne maîtrisez pas, c'est se laisser soit au vibe coding, laisser porter par la vague de l'IA en se disant bon on verra ce qu'elle va me proposer quand je vais mettre des features dedans. Et on l'a vu que parfois ça a une dette technique qui s'accumule parce que vous faites des choses avec le vibe coding que vous maîtrisez pas, vous rajoutez à ça des couches d'IA, vous rajoutez des features, et à un moment donné vous maîtrisez pas grand chose parce que vous maîtrisez même pas le code de base. À la limite, c'est pas un problème. On va mettre ça de côté. Il y a une vidéo qui fait référence à ça où on en parle assez. Et peut-être que du coup, vous aurez des retours d'expérience. Mais tout ça pour dire que c'est pas un projet jetable. Ça, je vais revenir, je vais me recentrer. J'ai fait une petite digression. C'est pas un projet jetable et du coup, on doit vraiment penser du coup à la scalabilité. Je le répète. Les tests, pour les tests qu'on parle de là, on est dans l'onglet quand même la maintenabilité. Donc, pour dire qu'en gros,
J'ai mis la scalabilité dans la maintenabilité parce que pour moi, maintenir quelque chose, c'est aussi le faire évoluer parce qu'on corrige des bugs, on patch des choses, mais en patchant des bugs ou en corrigeant des choses ou en maintenant le produit à jour, on le fait aussi potentiellement évoluer. Et c'est vrai que du coup, il faudra penser du coup au test pour maintenir le produit à flot, la documentation, la communauté qui est derrière. Typiquement, moi j'aime beaucoup Laravel parce que, encore une fois, je le répète, c'est une grosse communauté qui est derrière. Donc je sais que si j'ai un problème, j'ai une question, quasiment 80% du temps, quelqu'un de la communauté a potentiellement déjà fait cette chose-là. Donc, c'est super intéressant d'avoir une communauté qui est présente. Voilà pour ça. Et du coup, c'est vrai que pour la petite histoire, du coup, je reviens du coup sur la scalabilité, la maintenabilité et comme quoi le SaaS, c'est pas un projet qui est jetable, qui évolue et que la stack est importante parce que j'en ai fait les frais avec un ami avec qui on développe un SaaS. Alors, on n'en a pas encore fait les frais, mais on sent déjà le truc venir. On sent déjà la dette technique arriver par rapport à un ancien projet, je vous parle de ça, hein, qui a été délivré. Donc, on a shippé un projet en Next.js. On était en Next.js Core 14 à l'époque. Et puis, on développait feature. Le projet a évolué à droite, à gauche. Il a eu des pivots, etc. Des composants, des choses qu'on a laissées, des choses qu'on a fait évoluer, hop, on a fait un revirement, et plus le projet avance, on est reparti, on avait une base qui était plutôt saine, qui était OK, on va pas dire saine, mais elle était OK, on voulait juste shipper rapidement pour faire un POC à la base, et ensuite, le projet a beaucoup évolué, trop évolué, et là aujourd'hui on se pose la question, honnêtement, on continue avec Next.js et Stack Technique, mais on a vu toutes les contraintes, on a vu toutes les limites, on a vu plein de choses. Et ça, c'est des choses qu'on n'avait pas vues à l'époque, parce qu'on parle de ça, Next.js venait de sortir. Donc, on découvrait aussi le produit en même temps que le projet. Et donc, ça pour vous dire qu'en gros, une stack à la mode, parfois ça peut être de la merde, parce que c'est l'erreur qu'on a fait à l'époque. Waouh, c'est trop bien Next.js et tout, etc. Attention, aujourd'hui, je dis pas qu'il est mauvais, mais à l'époque, nous, on le maîtrisait pas. Il était, je parle de ça, on n'avait même pas le app folder à l'époque, je crois, de mémoire. Et bref. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, c'est pas très adapté ou plus adapté à notre besoin. Et du coup, là, on est en train de faire une migration lente, tranquille et penser à partir sur quelque chose avec, en gros, un back et un front totalement décorrélés. Donc, je peux vous la donner, la stack technique, il n'y a pas rien de secret. Mais là, on pense actuellement à partir sur du Nest.js pour la partie back. On gérera tous nos API, nos endpoints, etc. Nest décorrélé. En front, on restera toujours dans tous les cas sur du React parce que c'est quelque chose que lui maîtrise, quelque chose que moi je maîtrise aussi. Mais bon, on pourrait mettre Vue, on pourrait mettre ce qu'on veut, on s'en fout. Tout ça dans un monorepo, donc soit avec Turbo Repo, soit avec Enix. Ça, on n'a pas encore trop réfléchi. Mais voilà, c'est une nouvelle stack technique parce qu'on sait qu'on va gagner de la flexibilité. On va avoir un back et un front qui est décorrélé et ça, on aime bien pouvoir gérer ça. On va aussi avoir du coup une application mobile, donc on va pouvoir gérer les endpoints. Voilà. Il y a plein de choses qui fait qu'en gros, pour nous, ça correspond bien à notre projet. On maîtrise la stack derrière, c'est adapté, etc. Mais ce travail-là, c'est pas normal qu'on ait eu à le faire ou qu'on ait ces conclusions-là 1 an, 2 ans, X temps après le début du projet. C'est pour ça que je vous le dis maintenant, c'est avec l'expérience, c'est que c'est avant même de démarrer le projet qu'il faut penser à votre stack technique, mes amis. Alors maintenant, pour attaquer la dernière partie, on va prendre un exemple concret. J'ai noté du coup un exemple concret, là c'est juste pour vous donner vraiment du concret sur un SaaS. On va dire qu'on va prendre je vous ai choisi un SaaS qui va faire la gestion d'appels IA avec des agents. C'est quelque chose qui est plutôt à la mode, ça peut vous donner des idées et des réponses potentiellement si vous êtes sur ce genre de sujet, pourquoi pas. Alors, je veux créer du coup un SaaS qui va gérer les appels téléphoniques. Je suis une entreprise qui aujourd'hui répond H24 au téléphone. Oui, salut, c'est oui, machin. Oui, bien sûr, je suis disponible. Voilà. Je réponds au téléphone, je veux désengorger les services, je veux automatiser ça si je suis fermé, pouvoir répondre aux clientèles H24, gérer. Peu importe la raison, je veux que ce soit un agent IA vocal qui réponde au téléphone sur mes heures de disponibilité ou d'indisponibilité en fonction de ce cas. On va dire que c'est parce que en heure creuse ou en heure pleine, je suis occupé, je ne peux pas répondre au téléphone, l'IA va prendre le relais. Donc si j'active mon truc, l'IA reprend le relais et elle est redirigée. Sur quel stack je partirai aujourd'hui? Alors pour faire simple, pour faire propre et pour faire logique avec tout le fil conducteur de la vidéo, je partirai du coup sur du front. On va dire front, back, base de données et les modèles d'IA. On va faire ça comme ça. Alors je me suis noté, je ne vais pas m'amuser à prendre ça à la volée. Sur du front, je partirai du coup sur du React. On reste sur React en front, on pourrait partir sur du Vue en fonction encore une fois de vos appétences, vos compétences, mais moi je partirais sur du React.
une grosse communauté. Maintenant c'est éprouvé quand même React. On va pas dire qu'en gros c'est plus tout récent, c'est plus tout jeune. Donc on sait qu'en gros il y a une communauté, il y a de l'expérience, la documentation elle est bonne. Les IA, les assistants IA en plus sont très bons avec TypeScript et React. Donc on va pas s'en priver si vous faites du vibe coding ou le code assisté par l'IA. Autant on proposait l'interface, les connexions, le système, il est standard, il est rapide à développer et facile à faire évoluer, à faire scale. Donc React en front. Pour le back-end, on pourrait très bien partir du coup sur du Python et du Fast API. Encore une fois, je le répète, Python est selon moi imbattable avec l'IA et tout ce qui est intégration de modèles et LLM. Fast API, léger, rapide, facile à mettre en place et bien adapté aux microservices. Donc encore une fois, la corrélation se fait très très bien. Mais là, encore une fois, je remets une petite parenthèse. Si vous êtes à l'aise avec Node.js pour utiliser vos services, etc., ou même du no-code pour gérer la partie IA parce que vous ne savez pas faire, ce n'est pas un problème. Mais là, du coup, sur cet exemple-là, on partirait sur du Python, ok, pour gérer le back-office. La BDD, moi je suis un petit fan de PostgreSQL, donc je resterai là-dessus. Voilà, j'ai besoin de stocker quoi? Les appels avec les agents IA, l'historique, les transcriptions des appels téléphoniques, les profils utilisateurs, le texte, bref, tout ce que vous voulez, les crédits, voilà. Tout pour stocker toute la data. PostgreSQL, rapide, simple, efficace. Compatible avec un écosystème IA, oui. En même temps, je pense que MySQL peut-être l'est aussi. J'avoue que j'ai pas de contre-indication. Je vois pas pourquoi Mongo le serait pas, mais ouais, je suis pas fan de Mongo dans l'approche objet. Je suis plus un ancien, tout ce qui est MySQL, PostgreSQL, ça me parle. Moi, c'est une table, des relations, des choses, voilà. C'est carré, c'est fonctionnel et schématiquement parlant, j'aime bien. On va dire ça comme ça. Pour ce qui est du coup du vocal, parce que la personne elle va appeler, hop, qu'est-ce qui se passe? Salut, oui bonjour, vous êtes bien chez Enjoy Your SaaS. OpenAI Whisper pour la transcription. Donc en gros, Whisper permet en gros de traduire, en fait, d'écouter. Donc en gros, un audio en texte. Donc en gros, c'est du speech to text. Donc c'est du voix to text. Donc pour la transcription, c'est intéressant si je veux stocker les appels, les traçabilités, etc. Une API qui fonctionne bien, quoi, un outil tiers qui fonctionne très très bien, qui a le vent en poupe pour l'avoir testé, qui est vraiment bluffant aujourd'hui, c'est Eleven Labs. Aujourd'hui, Eleven Labs, je pense que c'est devient des concurrents. Je crois même que OpenAI utilise Eleven Labs pour leur propre voix, de ce que j'ai cru voir, entendre et comprendre. Vous pouvez entraîner votre propre modèle de voix, donc si vous êtes vraiment réticent par rapport à les voix robotiques, oui, salut, c'est Charles, ça va, oui, machin, enchanté. Des fois, c'est vrai qu'on sent un petit peu que c'est un peu problématique. Et quand bien même, aujourd'hui, qu'on appelle des boîtes vocales, etc., on a un robot, ça ne nous dérange pas d'appuyer sur 1, 2, 3, 4. Donc je pense que la passation avec l'IA vocale va se faire assez rapidement. Mais tout ça pour dire que vous pouvez entraîner votre propre voix. Donc au lieu d'entendre une espèce de marque ou un Canadien ou je ne sais quoi avec un accent un peu comme ça et qui rigole comme un idiot, vous enregistrez votre propre voix, votre propre ton et vous avez du coup tout simplement votre propre service, votre agent qui utilise votre voix ou celle de votre collaborateur, vos collaboratrices ou de votre stagiaire, j'en sais pas, ce que vous voulez, mais vous pouvez entraîner votre voix et ça c'est ultra puissant et ultra convaincant au niveau du rendu à tester ultra rapidement si vous ne l'avez pas déjà fait. LangChain, alors LangChain encore une fois dans l'écosystème Python, c'est pour ça que je reste en Python dans cette logique-là. Pour tout ce qui va être l'orchestration de la logique métier. Parce que c'est vrai qu'on a Eleven Labs, Whisper, il y a aussi Twilio qui le fait si vous voulez appeler, mais là on appelle les appels entrants. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour orchestrer tout ça. Je reçois un appel, donc Python gère l'appel, retranscrit, envoie au modèle. Voilà. C'est Python qui va gérer, qui va orchestrer vraiment tout cet écosystème et qui va dire à toi tu fais ça, toi tu me transcris ça tu me balances en base de données, le call API est là, tac tac tac, et mon front il est juste là pour afficher, récupérer les datas sur les endpoints de la base de données tout simplement. Au niveau de la mémoire, etc., du coup LangChain va gérer tout ça. On va pas rentrer dans ta technique, hein, c'est vraiment juste pour vous donner un exemple concret les amis. Au niveau de l'infrastructure, alors là, c'est là où c'est un peu plus complexe. Pourquoi complexe? Un peu plus délicat en fonction de... Alors, il y en a, si vous faites des outils, des solutions comme du Vercel, du Railway, du Render, vous pouvez y aller. À terme, sur les solutions cloud, je pense que ça reste les solutions les plus adaptées quand même. Alors là, je pense, je sais pas d'action chez eux encore une fois, mais vous avez AWS, vous pouvez avoir un VPS maison avec OVH, Azure Cloud, bref, vous connaissez tous les acteurs du cloud qui existent sans problème, qui peuvent héberger du coup vos solutions. En tout cas, si vous le faites à la main. Et les solutions un peu plus ready to go, avec du coup justement des renders ou des railways. À prévoir dès le départ,
pour ces stacks techniques, forcément, on l'a vu, le système de mise en cache et de fallback pour éviter les appels API inutiles et coûteux. Et on est prêt pour, du coup, lancer ce petit SaaS boosté par IA avec, du coup, React et Python en back. Voilà un peu pour la stack que j'aurais utilisé. Je vous parle du coup de cache et de fallback. C'est plus dans cet exemple concret, ça serait par exemple, j'appelle, d'accord, donc quand je reçois un appel, l'IA, on va dire qu'elle ne comprend pas la demande, on ne comprend pas ce qui est fait, etc. Bah, au lieu d'amener une erreur ou une autre réponse, etc., on peut, alors ce que j'aime bien dire en gros, ce qui s'appelle en gros mettre human in the loop, c'est qu'en gros l'appel, au lieu de générer une erreur, un code d'erreur, etc., bah, l'appel peut être transféré automatiquement à un humain. Parce que ça se trouve dans 99-90% des cas, l'IA va comprendre la demande, mais il suffit qu'il y ait 10% des cas, donc une fois sur 10, elle ne comprend pas, ou la personne au téléphone s'exprime mal, elle ne parle pas la bonne langue, parce que vous n'avez pas préparé, ou bref, pour X ou Y raison, eh bien, il faut que du coup ça soit retransféré. Donc voilà, ce qu'on appelle du coup des fallbacks, c'est qu'est-ce qui se passe si il y a une erreur, il y a un problème. Eh bien, il ne faut pas que je génère une erreur, il faut que je redirige l'utilisateur, il faut que ce soit souple pour son expérience vers un humain, donc human in the loop. L'humain rentre dans la boucle du process et du coup, hop, mon téléphone sonne. Ah, par exemple d'un numéro qui est configuré et c'est quelqu'un qui n'arrive pas du coup à faire ceci, à faire cela. Je reprends la réponse, il y a un appareil appartenant. Oui, bonjour monsieur, oui. Oui, bonjour, je viens d'appeler, j'étais avec quelqu'un de votre service et tout. Ça marche bien parce qu'il a cru que c'était un humain. Oui, je vous écoute, quelle est votre demande? Vous avez compris le principe, c'est que derrière, en gros, boum, j'ai repris la demande, ni vu ni connu, je suis connecté à mon dashboard, je sais ce qui s'est passé, je sais déjà ce qui s'est dit, parce que l'IA a fini de travailler, elle m'a mis un petit résumé. Vous voyez un petit peu l'idée, tout ce concept-là est bouclé pour ce type de SaaS IA. Voilà les amis, on a terminé du coup pour cette partie-là. Pour vous aider à y voir plus clair, je vous ai préparé du coup une petite checklist complète des stacks recommandés pour les SaaS avec l'IA. Cette checklist est disponible, sera disponible, potentiellement, je n'ai pas encore fait mon choix au moment où je tourne la vidéo, donc on verra, je vous le dirai dans les commentaires, dans la description, vous regarderez ou dans les commentaires, soit en rejoignant notre canal Telegram, donc on la mettra à disposition de tous les membres du Telegram, du canal privé Enjoy Your SaaS qui sont déjà présents, et les nouveaux. Ne vous inquiétez pas, c'est rétroactif, hein, j'épinglerai le message et la checklist. Et là-dedans, du coup, vous trouverez tout l'ensemble des choses. Ah, est-ce que du coup, vous aurez juste à lire la checklist et moi, j'ai besoin de faire ça, donc je vais prendre cette stack-là, voilà. Ça, encore une fois, c'est si vous n'avez pas de stack de prédilection, ou si vous êtes fondateur non-tech, ou si vous n'avez pas d'idée, ou vous voulez voir des recommandations, cette checklist sera là pour ça. Si vous souhaitez à côté de ça échanger sur votre projet SaaS pour savoir en gros quel stack technique vous voulez qu'on analyse et qu'on en parle, n'hésitez pas du coup à réserver un entretien avec moi dans le premier lien dans la description. Ce sera avec plaisir qu'on pourra échanger sur votre projet, les amis. Je pense qu'on a fait le tour sur la stack technique pour votre SaaS IA. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire et votre meilleur like si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous pour suivre et avoir du contenu de qualité sur le SaaS. Et d'ici là, je vous dis Enjoy Your SaaS, à plus tard. Si tu te reconnais dans l'un de ces cas, tu veux intégrer de l'IA dans ton SaaS, mais tu sais pas par où commencer et t'as pas envie de builder une feature inutile. Tu veux utiliser l'IA pour développer et scaler plus vite ton produit sans brûler 10K en dev, en outils ou en presta freelance. T'as un SaaS en ligne, mais ça ne vend pas et tu ne sais pas d'où ça vient, mais t'as besoin de résultats. Ou tu veux vendre à des entreprises, mais t'as zéro certitude sur ta conformité RGPD ou l'AI Act, cybersécurité. Alors clique sur le lien en description et dépose ta candidature. Si ton projet est éligible, on t'offre un diagnostic stratégique complet. On t'explique ce qui bloque et surtout comment corriger le tir. Simple, direct, sans détour. C'était Timothée, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.